Salut les bretteurs, et on continue notre voyage aujourd'hui avec le 15e siècle. Au premier quart du 15e siècle apparaissent les armures à plate complètement articulées de la tête aux pieds. Elles se perfectionnent pendant tout le siècle. Les fourbisseurs du moment y répondent de diverses manières, entre autres par l'introduction de l'estoc, une épée courte, raide et pointue pour frapper de la pointe. La cathédrale de Monza possède le Stocco dei Torre Visconti, mort en 1413, une des plus belles armes de ce type qui ait survécu. Il nous montre ce qu'étaient, par exemple, les épées utilisées dans les campagnes d'Henri V pendant la seconde moitié de la guerre de Cent Ans. Une épée de taille et d'estoc de proportions semblables, mais avec une lame moins pointue, servit aussi au cours du XVe siècle, ainsi qu'un type plus fin et plus allongé, ayant généralement une poignée à une main et demie et un lourd pommeau contrebalançant la longueur de la lame. On trouve encore des épées à une main et demie ayant une lame beaucoup plus large, en section à losange, suffisamment rigide pour les coups d'estoc, mais pouvant frapper de taille. Les épées de ce type, ayant souvent une poignée à étranglement médian, furent populaires surtout au nord des Alpes dans la seconde moitié du siècle, et on en voit sur des représentations comme la gravure de Dürer, le chevalier, la mort et le diable. À partir de la moitié du siècle, l'évolution de la poignée est de plus en plus rapide. Les quillons se recourbent plus vers la lame et ont souvent le bout torsadé. Des quillons droits subsistent, mais vers la fin du siècle, ils se recourbent horizontalement. Le nœud de corps s'étendant vers la lame et courant très tôt dans le siècle. Vers 1540, la branche de garde et l'anneau d'index se combinent dans la même monture et un second anneau de doigt, symétrique au premier, s'y ajoute. Ces deux boucles ou anneaux flanquant symétriquement le talon de la lame sont appelés pas d'âne. Vers 1475, la branche de garde se combine avec le pas d'âne et bientôt s'y ajoute une courte barre courbe qui passe horizontalement de l'extrémité d'un anneau à celle de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'anneau de côté. Ensuite, la branche de garde, au lieu d'être simplement un quillon recourbé, se sépare du quillon avant et forme un arc allant du nœud de corps au pommeau. Vers la fin du siècle, naît encore un autre élément sous la forme d'un anneau, d'une petite tige ou d'un petit bloc latéral faisant saillie horizontalement sur la face externe du nœud de corps pour protéger le dos de la main. En quelque sorte, la monture de rapier est née. À la fin du XVe siècle, pourtant, cette poignée évoluée est en général montée sur une lame solide pour frapper de taille et d'estoc, ce qui correspond mal à l'idée qu'on se fait maintenant d'une rapière, c'est-à-dire une arme fine frappant d'estoc. De telles rapières apparaîtront au cours du XVIe siècle, lorsque le port de l'épée avec le costume civil deviendra à la mode, mais pendant le troisième quart du XVe siècle, du moins en Italie, la nouvelle poignée liée à une lame solide pour la frappe de taille et d'estoc semble avoir eu les faveurs du fantassin à armure légère. Le cavalier, portant l'armure avec gantelet de métal qui lui protège la main, reste fidèle à l'épée en croix. Cette distinction n'est pourtant pas universelle. En Espagne, une poignée plus élaborée semble avoir été employée également par les cavaliers en armure, et elle fut sans doute importée au Nouveau Monde par les troupes de Cortés et de Dos Soto. Le ricasso, qu'on rencontre de plus en plus depuis le milieu du XIVe siècle, devient plus épais et de section carrée. Il conservera cette forme aussi longtemps que la lame d'épée droite resteront en usage. Bien d'autres types d'épées existèrent au XVe siècle. Le fauchon, connu aussi sous les noms de malchus ou de storta, resta populaire, tout en étant généralement plus court ou parfois plus mince que l'arme lourde des 2 siècles précédents, devenant dans le second cas plus efficace pour la frappe de taille. Pourtant, très peu de fauchons minces, ressemblant un peu à des sabres, ont survécu, par comparaison avec les fauchons courts. Des armes de ces deux types ont été trouvées surtout en Italie et en France. Un cousin ultérieur de l'ancien fauchon fut le Großmesser allemand. Ce terme signifie grand couteau, et c'est une très bonne description. Il avait une longue lame légèrement courbe à un seul tranchant, des quillons droits, souvent avec un anneau de côté sur le nœud de corps, et une sorte de grande poignée de couteau. Son emploi et celui des types qui le suivirent se limita généralement aux pays germaniques et scandinaves. Les autres épées courbes ou ressemblant parfois au sabre sont peu courantes avant le XVIe siècle. Pendant tout le XVe, on rencontre une grande variété d'épées civiles et d'infanterie. Ce sont le plus souvent des versions raccourcies de l'épée du chevalier ou du cavalier, avec une lame à un tranchant. Le type le plus courant est le couteau de vénerie, auquel nous reviendrons dans une autre vidéo. Une autre arme courte employée à pied est la Lanzknecht ou Katzbalger, littéralement écorcheuse de chat, que préfèrent les mercenaires allemands à partir de la fin du siècle. Cette arme est caractérisée par sa fusée métallique qui s'évase pour former un pommeau, par ses quillons en S fortement recourbés et par une lame courte, solide, à bord parallèle et à pointe brève. Au XVIe siècle, les extrémités des quillons en S sont parfois allongées jusqu'à former un 8. La Lanzknecht et la dague qui lui correspond, des officiers et des chefs peuvent être richement ornés, la poignée en étant ciselée, gravée ou dorée et la lame gravée à l'eau forte. Si le Katzbalger est lié au pays germanique, la Cinque Dea est considérée comme typiquement italienne. Son nom provient de sa lame, large de 5 doigts près des quillons. Arme originale et élégante, la Cinque Dea prit naissance dans le nord de l'Italie au XVe siècle et resta en vogue jusqu'au début du XVIe. Elle semble avoir été portée surtout en civil. Il existe des Cinque Dea de la longueur d'une dague et d'autres de celle d'une épée, mais la plupart ont une longueur intermédiaire.
Sur la soie plate sont fixées 2 plaques d'ivoire percées de rosettes filigranées et retenues par des rivets tubulaires. Le pommeau et l'équillon sont généralement simples mais souvent ciselés, gravés ou dorés. La lame à facettes ou cannelée est typique. Elle porte une série d'étroites gouttières en une séquence de 4, puis 3, puis 2. Sur la plupart des lames de Cinque Dea, des scènes allégoriques ou mythologiques et des devises en latin sont gravées à l'eau forte ou dorées sur fond bleui. Pour l'infanterie, l'épée à 2 mains était une arme spécialisée et efficace, et elle fut reconnue comme telle au XVe et XVIe siècle. Malgré sa longueur totale de 150 à 175 cm, elle n'était pas aussi lourde qu'on pourrait le croire, ne pesant que 2,3 à 3,6 kg. Dans les mains des fantassins suisses et allemands, c'était une arme mortelle, et celui qui l'employait touchait un supplément de paix. Les exemplaires du XVe siècle ont d'habitude une forme en croix allongée, parfois avec un anneau de côté sur une ou sur les 2 faces du nœud de corps. Cette forme persiste en Italie durant tout le XVIe siècle, mais en Allemagne se développa une version plus élaborée. Les épées à 2 mains ont presque toujours un large ricasso, permettant une prise ferme sous l'équillon pour le combat rapproché. À la base du ricasso sont souvent ajoutées des projections triangulaires ou pointues pour protéger la main. C'est tout pour aujourd'hui. Salut les bretteurs!